Le Joseph Roty, navire terre-neuvier, pêche arrière, que nous découvrons sur ces images, quitte ce vendredi 26 mars le bassin Vauban pour son dernier voyage qui ne le conduira pas à Terre-Neuve pour pêcher la morue, ni au large de l'Irlande pour ramener le merlan bleu, mais pour une destination finale où il va terminer sa vie en pièces détachées sur un chantier de déconstruction en Belgique. Ce départ est l'occasion de rappeler l'histoire de la grande pêche à travers le musée des Terre-Neuvas de Saint-Malo. Jacques Bernard remonte le fil de cette aventure aux portes du Canada. Alors, Monsieur Bernard, finalement, pourquoi aller pêcher si loin du côté de Terre-Neuve, finalement? C'est un long voyage, difficile, dangereux aussi. Alors, c'est un grand voyage, c'est difficile, effectivement, mais c'était une nécessité. Nécessité parce que, au Moyen-Âge, ou au sortir du Moyen-Âge, la France était encore profondément religieuse et la religion chrétienne imposait 150 jours de jeûne par an. Donc un jour sur deux, pratiquement, il fallait manger des produits qui venaient de la mer et non plus des produits carnés. Et on avait besoin donc d'énormément de poissons pour satisfaire l'appétit de la population. Finalement, partir loin sur Terre-Neuve pour pêcher était à la fois un long voyage dangereux et risqué aussi au niveau du travail de bord. Donc ils n'étaient pas tous garantis de revenir. C'était effectivement très dangereux, et notamment à l'époque de la voile, où il y avait toutes sortes de dangers qui pouvaient assaillir l'équipage. On avait affaire à des bateaux en bois. Donc la moindre heure avec un iceberg, par exemple, le bateau se disloquait et il coulait. Un abordage avec un transatlantique dont la ligne passait dans le sud des bancs de Terre-Neuve, là aussi, c'était quelque chose de catastrophique pour le bateau. Un grand danger sur ces bateaux en bois, c'était également le feu à bord. Et là, le feu à bord, ça ne pardonnait pas. Alors en plus, après, il y avait les risques inhérents à la pêche elle-même. À bord des chaloupes ou à bord des doris, les gens pouvaient se perdre dans la brume. Les gens pouvaient couler avec leur embarcation. Donc il y avait toutes sortes de circonstances où les gens couraient des dangers en permanence. Une année de 1930, on a perdu dans la même journée 70 doris. 70 doris, ça représente 140 hommes morts dans la même journée. Et un autre risque aussi était les maladies et les blessures finalement. Les blessures plus que les maladies. En ce temps-là, les anciens nous disaient les maladies, ça n'existait pas. On a dû les inventer après. Mais c'était surtout les accidents qui pouvaient endommager les hommes. Et là, dans ces circonstances-là, il n'y avait que deux solutions. Soit le capitaine traitait les blessés, ou alors, s'ils avaient un peu de chance et s'il y avait le bateau des œuvres de mer à proximité, là, il y avait des médecins et une salle d'hôpital qui pouvaient les traiter. Quelle était l'ambiance à bord d'un bateau comme ça? On a parlé d'hommes très durs. L'ambiance à bord des bateaux en général, de toute façon, il y a généralement une bonne ambiance. Les gens se respectent les uns les autres, ils sont là pour travailler et non pas pour se chicailler. Donc l'ambiance est bonne à bord des bateaux. Il y a bien entendu quelquefois des aspects un peu plus rugueux. Il va y avoir ce que l'on appelle des coups de gueule, mais ça ne dure jamais très longtemps. Le capitaine d'ailleurs est là pour établir l'ordre si besoin. Par contre, avec les mousses, la tendance a souvent été, à bord des voiliers, de considérer les mousses un peu comme des arpètes, des jeunes à qui on devait demander le maximum pour les endurcir, pour leur apprendre le métier, et ça a pu donner lieu à des débordements tout à fait regrettables. Parmi les gens de l'équipage, il y a eu les visites à bord des bateaux du Périvon. Alors le Périvon, c'était l'aumônier des Terre-Neuvas. Il avait affrété des bateaux avec la Société des œuvres de mer et il se rendait sur les bancs de Terre-Neuve pour porter assistance aux pêcheurs, assistance à la fois en ce qui concerne l'aspect social, leur amener du courrier, leur apporter également une assistance médicale. Et puis, il s'est transformé peu à peu en défenseur des droits des marins, ce qui n'a pas été du goût des armateurs qui ont intrigué auprès de l'archevêché pour déplacer le Périvon. Et très rapidement, le Périvon s'est retrouvé déplacé assez loin d'ailleurs, dans les Indes. Et là, aux Indes, il n'était plus susceptible de faire de l'ombre aux armateurs français. La rémunération, finalement, valait-elle le coup, si j'ose dire, avec des prises de risques aussi importantes et un travail aussi rude, finalement?
Alors la rémunération, elle suscitait de grands espoirs au moment du départ du bateau. Mais en tout état de cause, personne ne savait, au départ du bateau, combien il allait toucher, quelle serait sa rémunération. C'était une rémunération à la part. C'est-à-dire que lorsque le bateau revenait, on vendait toute la production de pêche, ça faisait un chiffre d'affaires qu'on allait diviser en 5. 4 parts pour l'armateur, 1 part pour l'équipage. Cette part de l'équipage était répartie ensuite en fonction du nombre de parts de chacun. Un matelot, par exemple, avait 1 part. Un novice ou un mousse avait 0 part 70. Un saleur, qui était quelqu'un d'important à bord, avait 2 part 50. Alors là, 2 solutions se faisaient jour. Ou la rémunération était positive, le matelot ou le marin touchait ce qu'on appelait un retour, son retour de pêche, et donc il avait un peu plus d'argent. Ou alors c'était négatif, une fois qu'on avait cette somme partagée, moins les avances qui avaient été consenties par l'armateur, si c'était négatif, eh bien, il n'y avait pas de retour, mais par contre, il y avait une dette vis-à-vis de l'armateur. Il fallait le rembourser. Et donc, c'est au moment du compte, au moment du retour du bateau, qu'on savait exactement ce que les gens pouvaient gagner. En résumé, est-ce que ça valait vraiment le coup de partir si loin et prendre tous ces risques? Alors ça pouvait valoir le coup, hein, effectivement. On a eu des marins qui ont eu des rémunérations qui étaient beaucoup plus importantes que celles qui existaient à terre. Il faut dire qu'à terre, il n'y avait pas beaucoup de travail non plus. Hein. C'était des tâches qui n'étaient pas très bien rémunérées. Donc les Terre-Neuvains revenaient à terre avec de l'argent plein les poches. Ils avaient navigué pendant 9 mois sans rien dépenser, donc forcément, au retour, ils avaient de l'argent. Ça suscitait aussi des envies de la part des gens qui les regardaient vivre un peu comme des riches. Sur ces images tournées par le père Yvon, on découvre ces hommes de bord souriant devant l'objectif de l'aumônier reporter, malgré la rudesse de leur métier et la fatigue de leur visage pour certains, sans oublier la pression exercée par le capitaine de pêche sur les pêcheurs et sur les mousses les plus fragiles. Tout comme les reportages du père Yvon à bord des bateaux de la Grande Pêche, le musée des Terre-Neuva de Saint-Malo fait revivre avec beaucoup de précision cette mémoire oubliée, ayant permis aux armateurs de faire fructifier l'économie locale et d'offrir à leurs marins de quoi mieux vivre malgré les risques encourus et les longues séparations de leur famille.